J'ai oublié de fermer la porte de ma cave la semaine dernière. Maintenant, j'entends une respiration là-bas la nuit. Je l'ai encore entendue la nuit dernière. Cette respiration lente et délibérée provenant de ma cave. De profondes inspirations, suivies de plus longues expirations. Le rythme de quelqu'un qui essaie de rester silencieux, mais qui échoue. Je suis resté debout en haut de l'escalier de la cave, à 2h30 du matin, ma main figée sur la poignée de porte, écoutant la preuve que je n'étais pas seule dans ma maison. La porte était entr'ouverte, à peine 8 centimètres, laissant l'air froid monter d'en bas. J'avais oublié de la fermer après avoir fait la lessive mercredi dernier. Et maintenant, quelque chose s'était frayé un chemin à l'intérieur. Ma femme Karen dormait à l'étage avec notre fille Lily. Je ne pouvais pas les réveiller, je ne pouvais pas les effrayer, tant que je ne savais pas à quoi j'avais affaire. La respiration continuait, régulière et humaine. Pas un animal, pas la chaudière, pas les tuyaux, le vent, ou toute autre explication rationnelle, que mon esprit ne cessait de m'offrir. Quelqu'un était là-bas dans ma cave, caché dans le noir, respirant. Je l'entendais depuis 3 nuits maintenant. Toujours entre 2h et 3h du matin. Toujours le même schéma, toujours depuis le même coin où je gardais de vieilles boîtes et des meubles recouverts de bâches. La première nuit, je m'étais convaincue que ce n'était rien. La deuxième nuit, j'avais failli appeler la police, mais je m'en étais dissuadée. Qu'aurais-je dit? J'entends une respiration dans ma cave, mais j'ai trop peur pour vérifier. Ils auraient pensé que j'étais fou, ou que je leur faisais perdre leur temps. Ce soir, c'était différent. Ce soir, j'allais descendre. J'ai attrapé la batte de baseball que je gardais près de la porte d'entrée, et je suis retournée à l'escalier de la cave. La respiration s'était arrêtée. Un silence complet maintenant, qui était d'une certaine manière pire que le bruit. Celui qui était là, bas savait que j'écoutais, savait que j'étais conscient. L'interrupteur de la cave se trouvait en bas des escaliers. Un défaut de conception que j'avais maudit une centaine de fois. J'allais devoir descendre dans l'obscurité, tâtonnant sur les 13 marches, avec seulement la lueur faible provenant de la cuisine derrière moi. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que je franchissais la première marche. Le bois a grincé sous mon poids, annonçant ma présence. J'ai fait une pause, écoutant. Rien. Une autre marche, un autre grincement. L'odeur de la cave m'a frappé. Cette combinaison familière de béton, de moisissure et de vieux carton, 5 marches plus bas maintenant. L'obscurité était absolue. Je ne pouvais pas voir ma main devant mon visage. J'ai tendu la main gauche, touchant le mur de béton froid pour m'orienter. La batte semblait glissante dans ma paume en sueur. 8 marches. 9, presque en bas. Un bruit derrière moi m'a fait pivoter. La porte de la cave s'est refermée avec un léger clic, coupant complètement la lumière de la cuisine. J'étais piégée dans l'obscurité totale, avec ce qui respirait là-bas. Qui est là? Ma voix est sortie plus tremblante que je ne l'avais voulu. Aucune réponse. J'ai tâtonné jusqu'aux dernières marches, et j'ai cherché l'interrupteur sur le mur. Mes doigts l'ont trouvé, et je l'ai actionné. Rien ne s'est passé. L'ampoule était grillée ou quelqu'un l'avait dévissée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai allumé la lampe torche. Le faisceau a coupé l'obscurité, illuminant ma cave d'une lumière blanche crue. Des boîtes empilées contre les murs. Le vieux canapé que nous avions prévu de donner. La chaudière qui ronronnait dans le coin. L'équipement de sport de Karen, qui prenait la poussière. Tout semblait normal, sauf que la bâche recouvrant les vieux meubles avait été tirée. Je n'avais pas touché à cette bâche depuis des mois. Je me suis rapprochée, la lumière du téléphone tremblant dans ma main. Derrière le canapé, à peine visible dans l'ombre, quelque chose a bougé. J'ai levé la batte et j'ai dirigé la lumière directement sur le mouvement. Une femme y était accroupie, pressée contre le mur. Elle avait être 30 ans, les cheveux blonds emmêlés et les joues creuses. Elle portait un jean sale et une veste déchirée. Ses yeux reflétaient la lumière du téléphone, grands et terrifiés. Nous nous sommes fixés pendant plusieurs secondes, qui ont semblé durer des heures. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas, me regardait simplement avec ses yeux hantés. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal », a-t-elle finalement murmuré. Sa voix était rauque, à peine audible. « Je pars. Je m'en vais tout de suite. Juste, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » J'ai gardé la batte levée, mais mon esprit s'emballait. Cette femme vivait dans ma cave depuis au moins 3 nuits, peut-être plus.
Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Elle a tressailli à mes questions, se pressant davantage contre le mur. La porte était ouverte la semaine dernière. J'avais si froid, et j'avais juste besoin d'un endroit pour dormir. Juste une nuit, mais ensuite vous l'avez fermée, et j'étais coincée, et je ne savais pas quoi faire. Ces mots sortaient précipitamment, désespérés et effrayés. Je n'ai rien pris. Je n'ai pas touché à vos affaires. J'ai juste dormi ici, et bu de l'eau à l'évier utilitaire. C'est tout. Je le jure. C'est tout. J'ai baissé légèrement la batte, ma peur se transformant en confusion, et en autre chose. De la pitié, peut être, ou de l'horreur, devant ce que je voyais. Cette femme n'était pas une menace. Elle était sans abri, désespérée et terrifiée. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Ai-je demandé. Elle a avalé difficilement, ses yeux se dirigeant vers l'escalier derrière moi. Depuis mercredi dernier. 5 jours. Je suis tellement désolée. Je sais que je ne devrais pas être ici. Je sais que c'est votre maison. Je m'en vais tout de suite. Mais alors qu'elle commençait à se lever, je l'ai vue trébucher. Elle était faible. Probablement n'avait-elle pas mangé depuis des jours. Attendez, je me suis entendu dire. Ne bougez pas. Restez juste là. J'ai reculé vers l'escalier, gardant les yeux sur elle. Elle s'est affaissée sur le sol, s'enroulant les bras autour d'elle-même. J'ai gravi l'escalier rapidement, et j'ai ouvert la porte de la cave, laissant la lumière inonder le sous-sol. Ensuite, je suis allée dans la cuisine, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai préparé un sandwich, j'ai pris une bouteille d'eau, et quelques biscuits. Quand je suis retournée à la cave, elle était toujours accroupie au même endroit, me regardant avec des yeux confus et épuisés. Tenez, ai-je dit, en posant la nourriture sur le sol, à quelques mètres d'elle. Mangez quelque chose. Elle a fixé le sandwich, comme s'il pouvait être empoisonné, ou être un piège. Puis la faim l'a emporté, et elle l'a saisi, mangeant avec la vitesse désespérée de quelqu'un qui n'avait pas eu un vrai repas depuis trop longtemps. Je me suis assis sur la marche inférieure, la batte sur les genoux, et je l'ai regardée manger. Quand elle a fini, elle m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage. Merci, Dieu, merci. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Quel est votre nom? Ai-je demandé. Vanessa. Elle a essuyé son visage avec ses mains sales. Vanessa Clark, comment avez-vous fini à la rue, Vanessa? Elle a détourné le regard, la honte et la douleur traversant son visage. C'est une longue histoire. De mauvais choix. Pire chance. Mon petit ami m'a mise à la porte il y a 3 mois. J'ai perdu mon emploi. J'ai tout perdu. Sa voix a craqué. J'ai dormi dans des refuges et dans la rue, n'importe où je pouvais en trouver. Quand j'ai vu la porte de votre cave ouverte, j'ai pensé que ce serait peu, être juste une nuit au chaud. C'est tout ce que je voulais. J'aurais dû appeler la police à ce moment-là. J'aurais dû l'escorter dehors, changer mes serrures, et oublier tout ça. Mais quelque chose m'en a empêché. Être était-ce la façon dont elle semblait si brisée et désespérée. Être était-ce de savoir que si je la remettais à la rue, je ne me le pardonnerais jamais. Vous pouvez rester ce soir, ai-je dit, les mots sortant avant que je ne puisse les arrêter. Ici, en bas, je vous apporterai une couverture et un oreiller. Mais demain, nous devons trouver une autre solution. Cela ne peut pas continuer. Les yeux de Vanessa se sont agrandis. Vraiment? Vous me laisseriez rester? Juste ce soir, ai-je répété fermement. Et vous restez ici en bas. Vous ne montez pas à l'étage. Ma femme et ma fille dorment, et je ne veux pas les effrayer. Elle a hoché vigoureusement la tête. Je comprends. Je promets. Je ne ferai pas un bruit. Vous ne saurez même pas que je suis là. Je suis montée à l'étage, et j'ai pris de la literie de rechange dans l'armoire à linge, me déplaçant silencieusement pour ne pas réveiller Karen. Quand je suis retournée à la cave, Vanessa s'était installée sur le vieux canapé. Je lui ai tendu la couverture et l'oreiller. Elle les a serrés comme s'il s'agissait de trésors précieux. Merci, a-t-elle murmuré à nouveau. Vous êtes une bonne personne, une personne gentille. Je n'étais pas sûre de ça. J'étais une personne qui venait d'accepter de laisser une étrangère dormir dans sa cave, sans le dire à sa femme. Cela ressemblait moins à de la gentillesse, et plus à une décision terrible, que je regretterais.
Mais je ne pouvais pas revenir en arrière maintenant. Il y a une salle de bain ici en bas, ai-je dit, en pointant la petite salle de bain utilitaire dans le coin. Vous pouvez l'utiliser. Et il y a l'évier pour l'eau, mais ne faites pas de bruit. Ne faites rien qui puisse alerter ma famille. Compris? Oui, absolument. Je serai silencieuse. Je suis retournée à l'étage, j'ai verrouillé la porte de la cave du côté cuisine, et je suis retournée au lit. Karen dormait toujours, imperturbable. Je suis restée là à fixer le plafond, mon esprit tourbillonnant. Qu'est-ce que je venais de faire? Qu'arriverait-il demain matin? Le sommeil n'est pas venu facilement. Chaque bruit me faisait tendre l'oreille, me demandant si Vanessa bougeait, si elle était digne de confiance, si je ne venais pas d'inviter le danger chez moi. Quand l'alarme a sonné à 6 h, j'avais l'impression de n'avoir pas dormi du tout. Karen s'est agitée à côté de moi, s'étirant. Bonjour, a-t-elle murmuré, tu vas bien? Tu as l'air épuisé. Je n'ai pas très bien dormi, ai-je dit, ce qui était bien assez vrai. Je vais faire du café. Je suis descendue avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. La porte de la cave était toujours verrouillée. Je l'ai ouverte silencieusement, et je suis descendue les escaliers. Vanessa dormait sur le canapé, recroquevillée sous la couverture. Elle semblait plus jeune en dormant, plus vulnérable. Je l'ai observée un instant, puis je suis remontée, et j'ai fermé la porte. Karen préparait Lily pour l'école. En poursuivant la routine du matin, j'ai préparé le petit déjeuner et le déjeuner de Lily. Tout cela pendant que mon esprit revenait sans cesse à la femme dormant dans ma cave. Quel était mon plan ici? Je ne pouvais pas la garder cachée pour toujours. Karen finirait par l'apprendre. Et après que Karen soit partie emmener Lily à l'école, je suis redescendue. Vanessa était réveillée, pliant la couverture soigneusement. Bonjour, ai-je dit. Elle a sursauté, surprise. Je suis désolée. Je ne vous ai pas entendu venir. Nous devons parler des prochaines étapes, ai-je dit. Je ne peux pas vous laisser rester ici en permanence. Ma femme finira par le découvrir, et toute cette situation va exploser. Vous devez trouver un autre endroit où aller. Le visage de Vanessa s'est décomposé, mais elle a hoché la tête. Je sais. J'apprécie ce que vous avez fait. La nourriture et le fait de me laisser rester. Je partirai aujourd'hui, tout de suite si vous voulez. Il y a un refuge en centre-ville, ai-je dit. Je peux vous donner l'adresse. Ils ont des lits et des repas. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que de vivre dans la cave de quelqu'un. Elle a tressailli au mot refuge. J'ai essayé les refuges. Ils sont pleins la plupart des nuits, et ceux qui ont de la place, ils sont dangereux. Les gens vous volent pendant que vous dormez. Des hommes qui s'en prennent aux femmes? Je préférerais être à la rue. Il doit y avoir un autre endroit, ai-je insisté. Qu'en est-il de la famille? Des amis? Pas de famille. Mes parents sont morts. Pas de frères et sœurs. Et mes amis ont cessé de prendre mes appels, il y a des mois quand je n'ai pas pu redresser ma vie. Quand vous êtes sans abri, les gens vous traitent différemment. Ils ont peur de vous ou sont dégoûtés par vous. Vous devenez invisible. Sa voix était amère maintenant. Vous êtes la première personne depuis des semaines qui m'a traité comme un être humain. La culpabilité s'est tordue dans ma poitrine. Je voulais aider, mais je ne pouvais pas sacrifier la sécurité et le confort de ma famille. Je vais vous préparer le petit déjeuner, ai-je dit, évitant la conversation plus importante. Ensuite, nous trouverons une solution. Je lui ai apporté des toasts, des œufs et plus de café. Elle a mangé lentement cette fois, savourant chaque bouchée. Nous avons parlé pendant qu'elle mangeait. Elle m'a parlé de sa vie avant que tout ne s'effondre. Elle avait été hygiéniste dentaire avec un emploi stable et un appartement. Puis son petit ami est devenu violent. Elle a essayé de partir, et il a détruit tout ce qu'elle possédait. Il l'a fait renvoyer en se présentant sur son lieu de travail et en faisant des scènes. Elle n'avait pas d'économie, pas de système de soutien. En quelques semaines, elle était à la rue. Le système n'aide pas les gens, a-t-elle dit doucement. Les services sociaux ont une liste d'attente de 6 mois. Le logement d'urgence est toujours plein. Les refuges sont dangereux. Si vous n'avez pas d'argent ou de famille, vous passez simplement à travers les mailles du filet. Et une fois que vous êtes sans abri, il est presque impossible de remonter la pente. Pas d'adresse signifie pas d'emploi. Pas d'emploi signifie pas d'appartement. Pas d'appartement signifie pas d'adresse. C'est un cycle qui ne finit jamais. Je n'avais jamais pensé à l'itinérance au-delà du fait de voir des gens dans les coins de rue. L'histoire de Vanessa l'a rendue réelle et personnelle.
Rester une nuit de plus, je me suis entendu dire, juste le temps, que je cherche des options. Peut-être que je peux trouver un programme ou une organisation qui peut vous aider. Mais vous devez rester caché. Si ma femme l'apprend, cela s'arrête immédiatement. Vanessa m'a regardé avec une gratitude si profonde que je me suis sentie mal à l'aise. Merci. Une nuit de plus. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je trouverai un endroit demain. Je promets. Je suis allée travailler ce jour-là, distrait et anxieux. J'ai fait des recherches sur les services pour sans-abri, sur mon téléphone, pendant les pauses. Tout ce que Vanessa avait dit était vrai. Les refuges étaient surpeuplés avec des listes d'attente de plusieurs mois. Les programmes de logement nécessitaient des documents et des dépôts que les sans-abri ne pouvaient pas fournir. Le système était en panne, et les gens souffraient à cause de cela. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, Karen préparait le dîner. « Tu as été calme ces derniers temps » a-t-elle dit. « Tout va bien. Juste le stress du travail. » Ai-je menti? Rien de majeur. Après le dîner, et après que Lily soit allée au lit, j'ai dit à Karen que j'avais du travail à faire dans le bureau à domicile. Au lieu de cela, je suis allée à la cave avec de la nourriture pour Vanessa. Elle lisait un vieux livre de poche que j'y avais laissé. « Comment s'est passée ta journée » a-t-elle demandé, comme si c'était une situation normale. « Bien. Écoute. J'ai trouvé un programme qui pourrait t'aider. C'est un programme de logement de transition pour les femmes. Ils fournissent des appartements temporaires et une formation professionnelle, mais il y a une liste d'attente. » Combien de temps? A-t-elle demandé. 3 mois. Son visage s'est assombri. Je comprends. C'est trop long. Je partirai demain. Je le pense cette fois. Mais je ne pouvais pas la renvoyer là-bas. Pas quand j'avais vu à quel point elle était désespérée, comment le système l'avait laissée tomber. Vous pouvez rester, ai-je dit lentement, jusqu'à ce que la place se libère. Mais vous devez être complètement silencieuse. Ma femme ne doit jamais savoir. Si elle l'apprend, nous sommes tous les deux dans le pétrin. Vanessa a attrapé ma main, la serrant. Je serai un fantôme. Vous ne saurez même pas que je suis là. Je promets. C'est comme ça que ça a commencé. Une nuit est devenue 3 nuits, est devenue une semaine. J'apportais de la nourriture et des fournitures à Vanessa, toujours quand Karen était sortie ou distraite. Je disais à Karen que je faisais la lessive ou que je travaillais sur un projet dans la cave. Elle n'a jamais remis cela en question. Vanessa a tenu sa promesse. Elle était silencieuse pendant la journée, ne se déplaçant qu'à la tombée de la nuit, quand tout le monde dormait. Elle utilisait l'évier utilitaire pour se laver, et laver ses vêtements. Elle lisait les livres que je lui apportais, et écrivait dans un journal. Elle est devenue mon secret, mon fardeau, ma responsabilité. 2 semaines ont passé, puis 3. Le programme de logement de transition ne cessait de repousser son calendrier. 4 mois maintenant, puis 5. J'étais piégée dans une situation que j'avais créée. Puis Karen a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Je pense que nous avons des souris dans la cave. J'ai entendu des grattements là-bas hier. Mon cœur s'est arrêté. Des souris, tu es sûr? Presque sûr. Nous devrions appeler un exterminateur. Non, ai-je dit trop rapidement. Je veux dire, laisse-moi vérifier d'abord. Mettre des pièges. Ce pourrait juste être les tuyaux qui font du bruit. Elle m'a regardé étrangement. Depuis quand es-tu monsieur Bricolage? Tu détestes gérer les nuisibles. Je m'en occupe, ai-je dit fermement. Pas besoin de gaspiller de l'argent pour un exterminateur. Cette nuit-là, je suis descendue à la cave, et j'ai expliqué la situation à Vanessa. Vous devez être plus prudente. Ma femme a entendu quelque chose. Si elle descend ici, tout s'écroule. Vanessa avait l'air paniquée. Je suis tellement désolée, j'ai fait tomber un livre hier. Je pensais que tout le monde était sorti, ça n'arrivera plus, ça ne peut plus arriver, ai-je insisté. Vous comprenez ce qui est en jeu ici? Mon mariage, ma famille, tout. Je sais. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Je ne veux pas causer de problèmes, mais les problèmes étaient inévitables. Une semaine plus tard, Karen a insisté pour faire la lessive elle-même. J'ai essayé de l'en empêcher, mais je ne pouvais pas sans éveiller les soupçons. Elle est descendue pendant que je la suivais,
mon cœur battant à tout rompre. Vanessa s'était cachée derrière la chaudière, se pressant dans les ombres. Karen a chargé la machine à laver, complètement inconsciente de la femme cachée à 3 mètres de là. Quand elle est remontée, je pouvais à peine respirer. Tu agis bizarrement, a dit Karen. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Rien, juste stressée par le travail. Tu es stressée depuis un mois. Peut-être devrais-tu voir quelqu'un. Parler à un thérapeute. Je vais bien, ai-je insisté. Mais je n'allais pas bien. Je vivais avec une anxiété constante, mentant à ma femme, hébergeant une femme sans abri dans ma cave. Cela devait finir. Je suis allée voir Vanessa cette nuit-là, et je lui ai dit que nous devions faire un changement. Je ne peux pas continuer à faire ça. Le risque est trop élevé. Nous devons trouver un autre endroit où vous pouvez aller. Les yeux de Vanessa se sont remplis de larmes. S'il vous plaît, juste un peu plus longtemps. Le programme de logement a dit être 2 semaines de plus. S'il vous plaît, ne me remettez pas à la rue. 2 semaines de plus, ai-je accepté à contre-cœur. Mais c'est tout. Après ça, vous devez partir. Ces 2 semaines ont été une torture. J'étais constamment sur les nerfs, attendant que Karen découvre la vérité. J'apportais à Vanessa des repas et des fournitures, comme si je menais une opération secrète. La culpabilité me rongeait, mais je ne pouvais pas l'abandonner maintenant. Puis, le désastre a frappé. Lily jouait dans le salon, et a fait tomber son jouet préféré dans les escaliers de la cave. Avant que je ne puisse l'arrêter, elle a couru en bas, pour le récupérer. Je l'ai poursuivie, mais j'étais trop lent. Lily se tenait en bas de l'escalier, fixant Vanessa, qui s'était figée sur le canapé. Papa? Qui est cette dame? A demandé Lily. Vanessa m'a regardée avec une terreur pure. J'ai ramassé Lily, et je l'ai portée à l'étage. Juste quelqu'un qui avait besoin d'aide pour quelque chose. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais Lily n'était pas stupide. Pourquoi est-elle dans notre cave? Maman sait. C'est une surprise. Ai-je dit désespérément. Ne le dis pas encore à maman. D'accord, c'est une surprise secrète. Lily a hoché la tête. Mais je savais que cela ne durerait pas. Elle allait le dire à Karen. Ce n'était qu'une question de temps. J'avais raison. Ce soir-là, pendant le dîner, Lily a demandé à Karen « Quand est-ce que la dame dans la cave part ?» La fourchette de Karen s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. « Quelle dame ?» J'ai essayé de détourner la conversation. Elle est confuse. Il n'y a pas de dame. Mais Lily était insistante. Si. Il. En a une. Je l'ai vue aujourd'hui. Elle était assise sur le vieux canapé. Karen s'est tournée vers moi lentement. De quoi parle Lily? J'aurais pu continuer à mentir. J'aurais dû continuer à mentir, mais j'étais épuisée par des semaines de tromperie. Il y a quelque chose que je dois te dire. Karen a envoyé Lily dans sa chambre, puis s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une fureur froide mélangée à de l'incrédulité. Commence à parler tout de suite. Je lui ai tout dit. La respiration dans la cave, trouver Vanessa, la laisser rester, les semaines à la cacher. Karen a écouté dans un silence absolu jusqu'à ce que je termine. Puis elle a explosé. Es-tu fou? Tu as laissé une étrangère vivre dans notre maison pendant un mois, sans me le dire avec notre fille qui dort à l'étage? Elle avait besoin d'aide, ai-je dit faiblement. Elle était désespérée, et tu as décidé de risquer la sécurité de notre famille sans même me consulter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle avait raison. J'avais pris une décision terrible, et je l'avais aggravée en mentant, pendant des semaines. Je suis désolée, je sais que j'aurais dû te le dire, mais je ne pouvais pas juste la jeter à la rue. Si, tu aurais pu. C'est exactement ce que tu aurais dû faire. Ou appeler la police ou l'emmener dans un refuge, mais au lieu de cela, tu as agi dans mon dos, et tu as mis notre famille en danger. Vanessa n'est pas dangereuse, ai-je protesté. Comment le sais-tu? Parce qu'elle te l'a dit? Parce qu'elle semblait gentille? Tu ne sais rien d'elle. Elle pourrait être une toxicomane? Ou mentalement malade? Ou violente. Elle n'est rien de tout ça. C'est juste quelqu'un qui a traversé une période difficile. Le rire de Karen était amer. Et toi tu es quoi? Son sauveur? Son héros? Tu ne pouvais pas l'aider par les canaux légitimes, alors tu as dû la cacher dans notre cave. Tu entends à quel point ça semble fou?
Elle m'a bousculée et s'est dirigée vers l'escalier de la cave. J'ai suivi, la peur remplissant mon estomac. Karen. Attends, laisse-moi lui parler d'abord, mais elle descendait déjà. Vanessa s'est levée quand elle a vu Karen, son visage pâle de peur. Je suis tellement désolée, a commencé Vanessa. Je n'ai jamais voulu causer de problème. Je vais partir tout de suite. Tu peux parier que tu vas le faire, a dit Karen froidement. Prends tes affaires et sors maintenant. Vanessa a rassemblé les quelques affaires qu'elle avait pendant que je regardais impuissant. Karen ne voulait même pas me regarder. Quand Vanessa a eu sa veste, elle s'est tournée vers moi. Merci d'avoir essayé d'aider. Vous êtes une bonne personne, mais je ne me sentais pas bien. Je me sentais comme un échec et un idiot. J'ai regardé Vanessa sortir, par notre porte d'entrée et disparaître dans la nuit. Karen a claqué la porte derrière elle et l'a verrouillée. Puis elle s'est tournée vers moi. Nous devons parler de ce qui se passe ensuite. De savoir si je peux encore te faire confiance. De savoir si ce mariage peut survivre à ce que tu as fait. J'ai essayé de faire la bonne chose, et j'ai fini par tout détruire. Les quelques semaines suivantes ont été les pires de ma vie. Karen m'adressait à peine la parole. Elle dormait dans la chambre d'amis. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à savoir si elle voulait rester mariée. J'avais trahi sa confiance de la manière la plus profonde possible. Pendant ce temps, je ne pouvais pas arrêter de penser à Vanessa. Où était-elle allée? Était-elle en sécurité? Dormait-elle encore dans la rue? La culpabilité m'a consumée. J'ai conduit dans le centre-ville à sa recherche, vérifiant les endroits où les sans-abri se rassemblaient. Je ne l'ai jamais trouvé. Une nuit, j'étais allongée dans mon lit, incapable de dormir, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu « Allô ? M. Garrison ? C'est le détective Ruiz du service de police. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur une femme nommée Vanessa Clark. » Mon sang s'est glacé. Quoi à son sujet? Quand est la dernière fois que vous l'avez vue? Il y a quelques semaines. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Silence. Elle est morte, monsieur Garrison. Son corps a été retrouvé il y a 3 jours. Nous enquêtons sur les circonstances. Le téléphone a failli glisser de ma main. Morte? Comment? C'est ce que nous essayons de déterminer. Votre nom et votre adresse ont été trouvés dans ces affaires. Nous avons besoin que vous veniez au poste demain et que vous répondiez à quelques questions. J'ai accepté engourdi et j'ai raccroché. Vanessa était morte. La femme que j'avais essayé d'aider, à qui j'avais finalement fait défaut, était morte. J'ai trébuché jusqu'à la salle de bain, et j'ai vomi. Karen m'y a trouvé 20 minutes plus tard, tremblant et pleurant. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé. Sa colère temporairement remplacée par de la préoccupation. Je lui ai raconté l'appel téléphonique. Son visage est devenu pâle. Oh mon Dieu, pense-t-il que tu es impliqué? Je ne sais pas. Ils veulent m'interroger. Le lendemain matin, je suis allée au poste de police avec un avocat que Karen avait insisté pour que j'engage. Le détective Ruiz était une femme d'âge moyen avec des yeux perçants et une attitude sans détour. Parlez-moi de votre relation avec Vanessa Clark, a-t-elle dit une fois que nous étions dans la salle d'interrogatoire. J'ai tout expliqué. Comment je l'avais trouvée dans ma cave. Comment je l'avais laissée rester. Comment ma femme l'avait découverte et l'avait obligée à partir. Le détective Ruiz a pris des notes, son expression indéchiffrable. Et vous ne l'avez jamais revue, après qu'elle a quitté votre maison? Non, j'ai cherché après elle quelques fois mais je n'ai pas pu la trouver. Pourquoi auriez-vous cherché après elle? Parce que je me sentais responsable. Je l'avais laissée rester pendant des semaines, et ensuite soudainement je l'ai remise à la rue. Je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Le détective Ruiz s'est penché en avant. M. Garrison, Vanessa Clark est morte d'hypothermie. Elle est morte de froid, dans un bâtiment abandonné du centre-ville. Le médecin légiste estime qu'elle était morte depuis environ 10 jours avant que son corps ne soit découvert. La pièce a basculé. Elle était morte de froid pendant que je dormais dans mon lit chaud. Vanessa était morte seule dans le froid. Je voulais l'aider, ai-je chuchoté. J'ai essayé. L'avez-vous fait? La voix du détective Ruiz était tranchante. Parce que, de là où je suis assise, vous avez empiré sa situation.
Elle avait un endroit sûr où rester. Ensuite, vous lui avez retiré. Ma femme l'a découvert. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, monsieur Garrison. Vous auriez pu l'aider à trouver un vrai logement. Vous auriez pu la connecter avec des services. Au lieu de cela, vous l'avez utilisé comme un projet de compagnie pour vous faire sentir bien, et quand c'est devenu gênant, vous l'avez jeté. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique. Elle avait raison. J'avais aidé Vanessa de la pire manière possible, lui donnant de faux espoirs et une sécurité temporaire, puis je les lui avais arrachés. Est-ce que je suis inculpé de quelque chose? Ai-je demandé. Mon avocat était resté silencieux, mais maintenant il a pris la parole. Si mon client n'est pas inculpé, cette entrevue est terminée. Le détective Ruiz a soupiré. Vous n'êtes pas inculpé. La mort de Vanessa était due à l'exposition et à la malnutrition. Aucun crime n'a été commis, mais vous devriez savoir que plusieurs de ses amis de la communauté des sans-abri nous ont parlé de vous, sur la façon dont elle pensait que vous alliez la sauver, comment elle croyait qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui se souciait. Elle s'est levée. Vous pouvez partir, mais j'espère que vous réfléchirez à ce que vos actions ont réellement accompli. Je suis partie du poste avec l'impression d'avoir été vidée. Karen attendait dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté ce que le détective avait dit sur la mort de Vanessa, sur la façon dont j'avais empiré les choses. Karen est restée silencieuse pendant longtemps. Je suis tellement désolée qu'elle soit morte. C'est horrible. Mais tu ne peux pas te blâmer pour tout. Tu as essayé d'aider, j'ai aidé, et puis j'ai arrêté. C'est pire que de ne jamais aider du tout. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je voyais sans cesse le visage de Vanessa, sa gratitude quand je lui donnais de la nourriture, sa peur quand Karen l'a découverte, son triste consentement quand elle est partie. Elle est morte seule et dans le froid, parce que je lui avais fait défaut. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai contacté toutes les organisations de services pour sans-abri de la ville. J'ai fait du bénévolat dans des refuges. J'ai fait des dons d'argent à des programmes de logement. J'ai rencontré des conseillers municipaux pour plaider en faveur de meilleurs services. Karen a regardé cette transformation avec des sentiments mitigés. Tu essaies d'apaiser ta culpabilité, a-t-elle dit. Peut-être, mais cela ne rend pas le travail moins important. Au cours des mois suivants, je me suis plongée dans le plaidoyer. J'ai partagé l'histoire de Vanessa avec tous ceux qui voulaient écouter. J'ai fait pression pour obtenir plus de fonds pour les services aux sans-abri. J'ai travaillé avec des organisations pour créer de meilleurs systèmes de soutien. Karen a fini par me rejoindre. Elle avait été en colère à cause de ma tromperie, mais la mort de Vanessa l'avait touchée aussi. Ensemble, nous avons créé un fonds, au nom de Vanessa, pour aider les femmes sans abri à trouver un logement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. 6 mois après la mort de Vanessa, le programme de logement de transition que nous attendions a ouvert une nouvelle installation. Ils ont nommé l'un des appartements d'après Vanessa. Je me suis tenue à la cérémonie de dédicace, et j'ai regardé son nom, sur la plaque. Cet appartement accueillerait des femmes qui avaient besoin d'aide, des femmes qui avaient été laissées pour compte par le système, qui étaient tombées à travers les mailles du filet. Cela ne ramènerait pas Vanessa, mais peut-être que cela en sauverait une autre. Karen a pris ma main. Elle apprécierait cela. Ce que tu fais, cela ne compense pas ce qui est arrivé. Non, mais c'est quelque chose. C'est mieux que de ne rien faire. Cette nuit-là, je suis rentrée à la maison, et pour la première fois en des mois, je suis descendue à la cave. Je me suis tenue à l'endroit où Vanessa avait dormi, où elle avait lu des livres et écrit dans son journal, et cru que quelqu'un se souciait de son sort. J'ai essayé d'aider de la mauvaise manière. J'avais laissé la peur et le secret empoisonner ce qui aurait pu être une assistance authentique. J'avais appris la leçon la plus dure possible. De bonnes intentions, sans action appropriée, sont pires qu'inutiles. Elles sont dangereuses. 1 an plus tard, notre mariage avait survécu. Karen m'avait pardonné, bien que la confiance ait mis plus de temps à se reconstruire. Lily avait en grande partie oublié la dame dans la cave. La vie était revenue à quelque chose qui ressemblait à la normale, mais je n'oublierai jamais. Chaque fois que je passais devant quelqu'un dans la rue, chaque fois que je voyais une personne sans abri, je pensais à Vanessa. Le système qui l'avait laissé tomber continuait de laisser tomber les autres. Mais maintenant, je travaillais pour le changer, un petit pas à la fois. La porte de la cave restait fermée maintenant, verrouillée hermétiquement.
Mais le souvenir de ce qui s'est passé quand je l'ai laissée ouverte resterait avec moi pour toujours. Vanessa Clark avait eu besoin d'aide, et je lui avais donné des miettes au lieu d'un vrai soutien. Cette erreur avait coûté sa vie. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais affecter le futur. Je pouvais m'assurer que les autres femmes avaient de vraies options, un vrai soutien, de vrais chemins pour sortir de l'itinérance. La mort de Vanessa ne serait pas dénuée de sens. Je m'en assurerais. 3 ans plus tard, le fonds que nous avions créé avait aidé 43 femmes à trouver un logement et un emploi. Le programme de transition s'était élargi. Les refuges locaux avaient de meilleures ressources. Ce n'était toujours pas assez, mais c'était un progrès. J'ai croisé le détective Ruiz lors d'une réunion du conseil municipal sur les services aux sans-abri. Elle m'a reconnu immédiatement. M. Garrison, j'ai suivi votre travail. Détective, j'ai été dur avec vous, ce jour-là au poste. Peut être trop dur. Non, vous aviez raison. J'avais besoin de l'entendre. Elle a hoché la tête lentement. L'affaire Vanessa est restée avec moi. J'ai vu beaucoup de décès dans ma carrière, mais le sien semblait différent. Évitable. C'était évitable. C'est ce qui rend la chose si difficile. Pour ce que ça vaut, ce que vous faites maintenant compte. Vous sauvez des vies. Je l'ai remercié, mais les mots semblaient creux. Je sauverais 100 vies, et cela ne ramènerait pas Vanessa. Cette nuit-là, je suis rentrée à la maison et Karen préparait le dîner. Lily faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Tout était normal et paisible et sûr. J'ai pensé à Vanessa, à la femme qui s'était cachée dans ma cave et qui m'avait fait confiance pour l'aider. Je lui avais fait défaut de la manière la plus fondamentale. Mais je ne ferai pas défaut aux autres. Chaque femme que nous aidions à travers le fond, chaque personne qui trouvait un logement grâce au programme que nous soutenions, c'était l'héritage de Vanessa. Elle est morte seule et oubliée par la plupart des gens, mais pas par moi. Jamais par moi. Je me suis assurée que son histoire soit racontée. Je me suis assurée que les gens sachent ce qui arrive quand la société laisse tomber ses membres les plus vulnérables. Je me suis assurée que sa mort signifiait quelque chose. La respiration dans la cave s'était arrêtée il y a des années, mais son écho demeurait. Un rappel des choix faits et des conséquences affrontées. Un rappel que de bonnes intentions ne suffisaient pas. L'action comptait. Le suivi comptait. Une aide réelle, pas des gestes performatifs, comptait. J'avais appris cette leçon trop tard pour Vanessa, mais pas trop tard pour les autres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Assurez-vous de vous abonner et d'aimer pour ne pas manquer la prochaine.